Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. Je pose la question mais j'ai la réponse. Ben évidemment que ça va bien. Quand on a remporté un match 2-0 le dimanche soir, le lundi matin, généralement. On va passer une bonne semaine, voilà, une bonne semaine tranquillement, on va pas se prendre la tête. Une très belle victoire de l'Olympique de Marseille qui n'a pas été non plus si évidente que ça, mais, on va revenir sur cette victoire. Alors, vous le voyez, on n'est pas sur un live, on n'est pas sur véritablement la tribune OM. On est en vacances, voilà. Je vous enregistre ça avant de partir en vacances. Mais, on est en vacances cette semaine, donc voilà, je vous fais quand même un petit après-match. Mercredi, vous aurez une vidéo spéciale Mercato, bilan Mercato qu'on a fait avec Alex pour reprendre notre Mercato et puis le Mercato de nos concurrents. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis on reviendra pour l'après-match de OM Saint-Etienne parce que on va déjà dès samedi, il y a OM Saint-Etienne qui a un gros match, une grosse affiche. Et on reviendra pour un live pour donc du coup l'après-match. Et on va donc parler dans cette vidéo de ce match-là qu'on a eu hier. Un match, j'ai envie de dire, à sens unique, hein, déjà dans un premier temps, où vraiment l'Olympique de Marseille a su poser son jeu et a su faire la différence au fur et à mesure du match. On va le démarrer, avec des petites, voilà déjà, ce qui fait plaisir, c'est toujours ces images après la victoire donc de nos Olympiens. Très heureux de cette victoire. Méritée. Voilà, méritée. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, malgré que Angers ait réussi à se plaindre de l'arbitrage. Ça, il faudra qu'on en reparle. Parce que s'il y a bien une équipe qui doit se plaindre de l'arbitrage, c'est encore l'Olympique de Marseille. Mais voilà, non, l'Olympique de Marseille qui l'a remporté 2-0. On va démarrer avec, évidemment, la composition que nous avait réservée Roberto De Zerbi. Et des petites surprises, malgré tout. Avec une défense centrale Murillo, Balerdi, Cornelius. Cornelius, toujours titularisé malgré le retour de Geoffrey Kondogbia dans la défense centrale. Enfin, en tout cas dans le groupe. Sans doute qu'il n'était pas assez fit pour pouvoir démarrer le match. Mais en tout cas, voilà, il était dans le groupe. Et d'ailleurs, il est rentré à peu près à l'heure de jeu. Donc intéressant. Et donc voilà, Cornelius qui a tenu sa place. Les pistons, ça n'a pas bougé. Quant à Marlin côté gauche, Luis Enrique côté droit. Le milieu de terrain, avec la grande première de Ismaël Benasser. Avec suite au forfait de Valentin Rongier. Hein. On embrasse Valentin. Suite au forfait de Valentin Rongier, malade. Voilà, malade. Malheureusement pour Valentin. Donc on a eu Ismaël Benasser à sa place, accompagné de Pierre-Emile Auberg et de Adrien Rabiot. Et puis devant, le duo Mason Greenwood et Amine Gouiri. Amine Gouiri qui a été titularisé. J'ai envie de dire assez logiquement. Il n'y avait pas trop de suspense par rapport à ça, au profil de Neil Maupay. Roberto De Zerbi n'a pas retenté la formule avec Greenwood seul devant et Bilal Nadir qui a accompagné l'ensemble des milieux de terrain. Sans doute que l'adversité ne demandait pas ce qu'on ait un milieu non plus extrêmement fourni. Et effectivement, ça s'est passé de cette manière. Et donc, on voit la composition. Du côté d'Angers, on avait Esteban Le Paul qui était le danger numéro 1. Côté Angers qui était titularisé avec Iman Abdelli. Voilà. Et voilà comment donc se décortiquer notre 11. Voilà. J'ai été un peu surpris, moi, encore que Derek Cornelius soit titularisé, mais sans doute que Geoffrey Kondogbia n'était pas prêt. Sans doute que Luis Felipe non plus. Pas encore totalement. Après, pour le reste, j'étais étonné qu'Ismaël Benazza, par contre, soit titularisé. Parce que quand j'ai appris que Valentin Rongier était absent, je pensais que ce serait Bilal Nadir qui serait titularisé. Ben non. Non, Ismaël Benasser, malgré tout, titularisé direct. Et puis, on va reparler du badge de Benasser parce qu'il a été particulièrement intéressant. On va pouvoir parler aussi dans cette première partie de la première mi-temps. Alors la première mi-temps, pourquoi je vous montre les positions moyennes, je vous montre notamment les positions moyennes du côté d'Angers. Du côté d'Angers, et on peut le voir, ça c'est sur l'ensemble du match, on peut voir que les positions moyennes du côté d'Angers, sans surprise, sur les 10 joueurs de champ, il y en a 8 qui sont dans leur propre moitié de terrain.
Ça montre à quel point l'Olympique de Marseille a dominé, et à l'inverse, nous, seulement Léo Balardi dans sa moitié de terrain, et encore très très haut, avec un Derek Cornelius sur la ligne médiane, un Murillo pareil, et puis après on avait vraiment notre schéma en 3-5-2 hein, avec Quentin Merlin sur le côté gauche, Luis Enrique sur le côté droit, le milieu à 3 qui a bien fonctionné avec un Adrien Rabiot vraiment qui était plus proche hein, de Pierre-Emile Hauberg, avec aussi un Ismaël Benasser. Voilà, bon, on le voit de suite. C'est l'omniprésence hein, d'Ismaël Benasser dans l'heure de jeu qu'il a joué. On en reparlera après. Et puis devant, Amine Gouiri notamment, voilà, qui a été un petit peu de partout. Un petit peu de partout, ouais, qui n'est pas resté vraiment dans l'axe, hein, qui a vraiment été un peu de partout. Donc ça qui était intéressant. Il a apporté vraiment du danger. Et puis lorsque Mopé est rentré, il est allé sur le côté à la place de Quentin Merlin. Là aussi, changement assez intéressant qu'a fait Roberto De Zerbi à la mi-temps. Sur la première mi-temps, bon, on est d'accord pour dire que ça a été une première mi-temps globalement compliquée, hein, on va pas se mentir. Compliquée dans le sens où on avait peu d'espace. On avait peu d'espace et on voyait que du côté angevin, la consigne était claire, et je vais vous reprendre tout simplement ce que nous a proposé Dazen au niveau de leur analyse. Hop, voilà. On voyait bien en première mi-temps le bloc angevin qui alors absorbe la domination olympienne. Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas qui nous gênait beaucoup. Alors il faut comprendre hein, le schéma, c'est-à-dire qu'on avait donc un Léo Balardi à la création, et on voyait donc en fait un bloc angevin très resserré au milieu de terrain pour vraiment essayer de bloquer toutes les légions possibles qu'on pouvait faire, que ce soit avec Heuberg ou avec André Rabiot ou avec Ismaël Benasser. Et l'idée, donc du coup, les seules solutions qu'on avait, c'était de passer sur les côtés avec, vous voyez tout en haut, un Quentin Malin qui lève les bras, s'il vous plaît, donnez-moi le ballon. Bon, après, pour ce qu'il en a fait, c'est peut-être pas obligatoire. Un Amir Murillo très très haut, Derek Cornelius aussi. Voilà un petit peu ce qui s'est passé en première mi-temps. C'est vraiment, on voyait de toute façon, c'était assez clair hein, qu'il y avait un bus, hein, tout simplement. Un très très joli bus en juin qui a vraiment nous a embêtés. Ils ont une espèce de demi-occasion en début de match sur un ballon un peu en l'air, là, un peu dévié par Léo Balardi, et le Paul qui est pas très loin de reprendre le ballon. Sinon après, pour le reste, on a la domination. Je vais d'ailleurs vous remontrer aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est hop là. Je vais vous montrer tout simplement aussi un truc. C'est là, vous voyez, ça c'est les attaques momentum en première mi-temps. Enfin, sur tout le match, il n'y a que du bleu. Hein. Donc l'Olympique de Marseille évidemment est en bleu. Angers est en vert, voilà, vous voyez, il y a des petites pointes là comme ça, par-ci par-là, mais sinon, une domination totale en première mi-temps. Il suffit de voir les stats en première mi-temps. Bon, d'ailleurs, qui se ressemblent par rapport au stade du match. Hein. En première mi-temps, on a 79% de possession de balle contre 21% pour Angers. 6 tirs à 1. 3 arrêts du gardien du côté d'Angers. Des grandes chances d'occasion de but, on en a eu 2. Notamment deux d'ailleurs de Quentin Merlin qui a les deux il les a mal gérés, on va dire ça comme ça. Donc voilà, première mi-temps, compliqué, on domine, mais il n'y a pas de solution, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il n'y a pas de changement à la mi-temps, encore une fois, alors qu'on aurait pu imaginer déjà quelques petits changements par-ci par-là. Non, pas de changement. On attend l'heure de jeu avec l'entrée de Neil Mopé à la place de Quentin Merlin, extrêmement décevant hier, encore une fois. Neil Mopé, donc, qui rentre en pointe, et un Amine Gouiri qu'on a tout de suite vu, hop, aller sur le poste de Quentin Merlin, mais un Amine Gouiri qui était même très très haut, hein, vraiment un ailier, avec un Cornelius du coup qui faisait beaucoup plus de couverture pour compenser le positionnement très très haut quand même d'Amine Gouiri, même si Amine Gouiri d'ailleurs a fait du taf défensif, hein. Il faut le noter parce qu'il fallait garder quand même un certain équilibre. Et donc voilà, après 65e minute,
Ismaël Benasser qui sort parce que je pense qu'il n'avait pas plus dans les jambes, qu'il fallait pas prendre de risques. Avec un Geoffrey Kondogbia qui est rentré, qui a fait le taf, voilà, gentiment. Et puis, l'ouverture du score à la 69e, quand même, hein, ça n'a pas été tout de suite. 69e, et sur un corner. Sur un corner. Tiens donc. C'est intéressant finalement, hein, une fois qu'on a des bons tireurs de corner. Déjà, Ismaël Benasser avait très bien tiré les corners en première mi-temps, mais là, Amine Gouiri, sur son premier corner, ça fait mouche pour la tête d'Adrien Rabiot. Le jeu aérien, on en parlait. Roberto De Zerbi, on avait parlé en conférence de presse juste avant le match. Il faut qu'on soit meilleur sur les coups de pied arrêtés, sur des matchs comme ça où il faut débloquer des situations. Il faut qu'on arrive à débloquer les situations par les coups de pied arrêtés. Et bien, l'exemple parfait avec ce corner. Très très bien tiré par Amine Gouiri et la tête d'Adrien Rabiot au premier poteau. Ça fait mouche, pas de problème. 1-0. Et puis dans la foulée, on a continué, on a essayé de faire le pressing. Il faut dire aussi que l'arbitre, on va commencer à en parler parce que l'arbitre a commencé à faire des dingueries dès la fin de la... Enfin, dans tout le match. Hein. Déjà le carton jaune de Balerdi qui sera suspendu pour Auxerre. C'est quand même une blague. Les cartons jaunes de Aoulou et Rabiot. Alors Aoulou, oui, parce qu'on voit qu'il chope l'arbitre et puis il le chope vraiment. Rabiot, on se demande pourquoi il prend un carton. Et puis derrière, Aoulou doit prendre 56 cartons jaunes dans le match, hein, sans blague. Donc il fait une simulation, genre, si je dis pas de bêtises, peut-être juste avant ou juste après les remplacements en juin. Il y a une simulation qui est grotesque, hein, pour le coup, et il doit prendre un deuxième jaune, ça doit faire carton rouge. Angers doit finir à 10 et c'est pas non plus anodin parce que vu ce que proposait Angers, faire un bloc bas comme ça à 11 contre 11, ok, à 10 contre 11 ça devient de plus en plus compliqué. Alors on voyait qu'Angers commençait physiquement à être en difficulté, mais je pense qu'on aurait eu plus de facilité à faire du mal à 11 contre 10. Bon, l'arbitre n'a pas voulu. Il a eu l'occasion en plus, hein, de pouvoir l'exclure. Non. L'arbitre a décidé que le match devait se faire à 11 contre 11. Bon, ça serait bien que ça soit comme ça tout le temps. Hein, voilà, surtout pour nous. Mais bon, on va pas faire le FC ouin-ouin, hein, comme on dit. Même si je vomis ce terme. Voilà, pour dire les choses. Parce qu'on n'est pas parano, au bout d'un moment, les faits sont là. Hein, voilà. Et on embrasse Daniel Riolo, qui nous a aussi bien allumé hier à l'after. J'ai vu passer l'extrait. On va en parler aussi, notamment la main, apparemment. Et pour lui, le ventre, c'est la main. Non, parce qu'il y avait bien une main. Hein. Il y avait bien une main sur le corner. Enfin, sur je ne sais plus quelle action, une main angevine qui aurait dû être sifflée. Parce que s'il n'y a pas main, il y a but. Voilà. Eh oui, c'est les règles. Daniel, ça se passe comme ça dans le football. Donc voilà, bon, en tout cas 1-0 et puis le deuxième but qui arrive rapidement. Et ce que je voulais vous montrer pour une fois, allez, on s'envoie sur une petite palette. Alors c'est vraiment une petite palette, vraiment pour vous montrer la construction du deuxième but qui est très intéressante. Je salue Romain, la palette à Roro, c'est lui normalement qui a les droits de ça, mais je profite que je suis tout seul, hein, pour vous en proposer une. Et donc la palette, voilà. On est à la 73e minute. C'est sur une récupération d'Angers qui essaye de construire pour une fois quelque chose. Récupération haute de Pierre-Emile Højbjerg, qui, donc dans le rond central, qui tout de suite la passe à Adrien Rabiot. Et là, Adrien Rabiot, il a l'intelligence, hop, il a le coup d'œil. Il voit que ce soit Amine Gouiri qui était côté gauche, donc il s'était recentré vraiment sur cette action, et Neil Maupay, il voit qu'il y a une possibilité. Donc il donne le ballon, on va dire, entre les deux, hein, voilà, pour que, en gros, ça s'attende entre les deux. Et là, le duo, je ne sais pas si on peut parler de complémentarité, mais en tout cas, ils ont bien senti le truc, parce que c'est finalement Neil Maupay qui récupère le ballon, Amine Gouiri qui continue sa course, vous le voyez, qui continue sa course. Il n'est pas hors jeu. Vraiment, Neil Maupay joue très très bien le coup parce qu'il peut soit se la garder, essayer de se repiquer et retourner un petit peu vers le centre du terrain et se rapprocher, pourquoi pas, de la maison de Greenwood. Non. Il la passe tout de suite sur une touche de balle, il la passe à Amine Gouiri. Et là, Amine Gouiri, vous allez le voir, il a deux possibilités.
il continue sa course et il se retrouve dans cette position-là. Donc il a deux possibilités. C'est soit il attend tout seul du pied gauche, voire même du pied droit, soit il la repasse à Neil Maupay. Et si vous le regardez bien, si vous visualisez bien, alors j'ai pas fait les petits ronds, les petits machins, les petites flèches, je vais pas vous emboucaner avec ça, mais vous voyez, le gardien, Angevin, avait anticipé quand même, on le voit sur ses appuis, il se penche déjà du côté de Neil Maupay, donc on voit bien qu'il sent quand même le coup arriver, lui de son côté. La passe d'Amine Gouiri, elle est parfaite, parce que Neil Maupay, là il est seul, et Amine Gouiri, c'est vraiment le geste qu'il doit faire, c'est-à-dire il ne doit pas la tenter tout seul, parce que déjà, c'est pas son meilleur pied, le pied gauche, et puis surtout Neil Maupay est tout seul. Et on va le voir par la suite, Neil Maupay, hop, donc il récupère le ballon. Et Neil Maupay, il a deux possibilités quand même. Il a évidemment la possibilité de frapper. Il y a quand même du monde devant lui. Hein. Attention, il y a des jambes. Hein. Il y a deux défenseurs qui reviennent. Le gardien est quand même plutôt bien positionné. Il aurait eu là aussi la possibilité de la passer à Mason Greenwood, qui est tout en haut, vous le voyez à l'écran, qui est seul. Alors, évidemment, dans le feu d'action, c'est compliqué de le voir. Au ralenti, avec toutes les palettes que l'on veut faire, c'est beaucoup plus facile. Mais il aurait eu la possibilité éventuellement de la passer à Mason Greenwood qui arrivait de très très loin au début de l'action et qui a repiqué vraiment dans l'axe. Il était seul, mais bon, Neil Maupay qui a pris sa chance. Et Neil Maupay qui a marqué, enfin, un tir, un but. Neil Maupay, je trouve, ce rôle de super sub, bah, écoutez, lui va très bien. Voilà. J'ai envie de vous dire, ça lui va très très bien. Parce que il a apporté cette énergie là il est rentré à la 74e, vous le voyez à l'écran. Il est rentré à la 74e. Ça lui va très bien. Hein. Ça lui va très bien. Sur un quart d'heure, sur 20 minutes, sur une demi-heure, il peut faire des différences, Neil Maupay. Et on voit surtout qu'avec Amine Gouiri, ça peut jouer ensemble. Et ça, c'est un des éléments à prendre en compte. Dans la foulée, Greenwood et Gouiri qui sortent pour leur entrée de Bilal Nadir, que j'ai beaucoup aimé l'attitude de Bilal Nadir, et Dedic aussi, qui a été très intéressant sur son côté gauche. Donc voilà. Après, fin de match, il y a ce ballon en profondeur pour Nian. Rouli, il a une chose à faire, ben, il a réussi très très bien, c'est-à-dire il fait l'arrêt derrière, ça donne rien. Voilà, 2-0. En bas, laissé peser, il n'y a strictement rien à dire et on le voit dans les stats globales. On est sur du 78% de possession en termes d'XG, il n'y a rien à dire. 2,47 à 0,49. Donc pour une fois, on a fait plus d'XG que de buts. Voilà, pour dire qu'on aurait pu marquer plus de buts. 18 tirs à 5. 5 grandes chances de marquer. Bon voilà, 7 corners, dont un qui a fonctionné en termes de passes. Bon, bah, c'est même pas comparable, évidemment. Voilà. Rien à dire. Voilà, rien à dire par rapport à ce match et cette très, 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 très belle victoire. Au classement, après cette victoire, ben, l'Olympique de Marseille reprend donc 6 points d'avance sur Nice et Monaco, 8 points d'avance sur Lille, 10 points d'avance sur Lyon et Lens. C'est la belle opération, tout simplement. Voilà, très très belle opération de l'Olympique de Marseille. Il fallait gagner, on l'a gagné. On a 10 points de Paris. Bon, voilà. Après, si on veut regarder ce qui se passe du côté de Paris, on regardera. Mais pour le moment, regardons plutôt ce qui se passe derrière. Effectivement, il y a quand même une vraie bataille aujourd'hui. Nice qui repasse 3e. Monaco qui vraiment pique du nez, qui est en difficulté. Lille aussi, vraiment une défaite qui va leur faire, je pense, mal. Hein, cette défaite à la maison contre le Havre. Pour le coup, vraiment, nous, le Havre, on les avait bien torchés. Donc voilà, bon. Écoutez, franchement, on est sur un bilan quasi parfait sur cette journée. Notamment, le classement à l'extérieur, on est la meilleure équipe à l'extérieur. Hein. J'aime bien quand même le remontrer ça. Alors, on a joué un match de plus que Paris à l'extérieur, mais on est quand même à 27 points, 9 victoires, 2 défaites, plus 17 de différence de but. C'est quand même très très solide. Donc voilà, prochain match. On jouera à Saint-Etienne qui est 16e. Il faudra évidemment à la maison les torpiller comme on l'a fait chez eux. On les avait battus 2-0 en championnat et 4-0 en Coupe de France. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Il faudra les prendre au sérieux. Évidemment, ils ont eu un changement de coach entre-temps. Ils ont fait venir 2-3 joueurs. Donc voilà, attention à ce match à venir samedi
à 17h. Magnifique horaire, évidemment, hein, pour ceux qui travaillent. Ou pour ceux qui ont des enfants, c'est toujours fabuleux. Merci à la Ligue de nous programmer OM Saint-Etienne à 17h. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. On va finir avec les top et flop quand même. Les top et flop. Je vous ai pris l'équipe. Hein. Magnifique journal aussi. Je vous ai pris les notes de l'équipe. Bon, pour le coup, je vais pas les tailler trop sur les notes parce que, bon, à part la note de l'arbitre, évidemment, hein, 5, on se demande, je pense que c'est le cousin le journaliste doit être le cousin de l'arbitre. Hein, je vois pas d'autre explication. Sinon, sur les notes, écoutez, je vais être plutôt d'accord. Et d'ailleurs, moi, mon homme du match, alors, même si, bon, ils mettent 8 à Rabiot et 7 à Benasser, mais moi, pour moi, l'homme du match, c'est Ismaël Benasser. On a vu quand même quelque chose avec Ismaël Benasser d'assez incroyable. 65 minutes de jeu. Je vous mets d'ailleurs ses stats un peu plus précises à l'écran. 117 ballons touchés en 65 minutes. Il faut se rendre compte de la dinguerie. 99% de passes réussies. Voilà, une seule passe ratée. 57% de duels remportés et il en a remporté vraiment des très importants. 67% de centres réussis. Ben, il y a les corners qui sont dedans, évidemment. Les corners qu'on trouvait preneurs et c'est quand même avec son pied gauche. C'est une vraie différence. 3 passes clés, 9 ballons récupérés, seulement 5 ballons perdus. 75% de tacles réussis. En fait, il a montré que c'était le numéro 6 parfait dans cette équipe. À la fois capable de faire le travail défensif et puis surtout à l'organisation, en une touche de balle. Il a trouvé des angles de passe, il a tout fait. En 65 minutes, et puis il faut se rendre compte d'une chose, c'est que là, Ismaël Benasser, je pense très honnêtement que si Valentin Rongier n'est pas malade, Benasser ne joue pas ce match. Parce que Benasser, là, il a 30% physiquement de ses moyens. Hein. On le voit, hein. Il y avait des actions, il accélérait, mais il y a beaucoup d'actions où il s'économise parce qu'il sait qu'il ne peut pas non plus trop tirer. Là, il a 65 minutes. Il n'avait pas joué autant depuis son retour de blessure depuis le début de la saison. Donc, voilà, c'est très encourageant. Alors, encore une fois, c'était que Angers en face, mais c'est très encourageant. Et on a vraiment hâte de voir la suite. Et je suis pas persuadé par contre que Valentin Rongier soit définitivement sur le banc parce que je vois beaucoup passer ça ce matin. Attention, bye bye Rongier, etc. Non, non. Je pense que les deux peuvent être alignés ensemble. Et je pense par exemple qu'un Neubier peut peut-être souffler contre Saint-Etienne. Rabiot me paraît indispensable par contre cette équipe, mais un Pierre-Emile Aubière, même s'il a fait un très bon match hier, peut laisser sa place à Valentin Rongier et on peut avoir un duo Ismaël Benasser Valentin Rongier au milieu de terrain. Attention, hein, là au niveau défensif, ça fait très très mal. Hein. Voilà, ça peut faire très très mal. Et ça peut vraiment, au milieu de terrain faire une grosse différence aussi, même si Pierre-Emile Aubière, encore une fois, a été très très bon. Donc pour moi, mon homme du match, c'est Ismaël Benasser. Et si je devais donner une note, j'aurais mis un bon 7,5. Voilà, 7 c'est très bon. Les tops, hein, de toute façon, c'est au-dessus de 7. Et les flops, c'est en dessous de 4. Hein, voilà, donc vous verrez mes flops par la suite. Ensuite, je mets Adrien Rabiot. J'aurais mis 7 hein, pour très bon match. Voilà, Adrien Rabiot, parce que buteur de la tête, omniprésent, sur l'avant-dernière passe, sur le deuxième but. Voilà. Ça se joue vraiment à très peu de choses. D'ailleurs, c'est Rabiot qui a été élu homme du match. Et si vous me dites que c'est Rabiot l'homme du match, je ne vais pas crier au scandale. Voilà. Je peux être d'accord avec vous. Mais voilà, Adrien Rabiot, que j'ai beaucoup aimé, qui est en train de devenir le patron hein, de cette équipe aussi. Hein. Je vous invite notamment à aller voir l'extrait là, de les petits insides de l'OM, et notamment l'inside contre Lyon. À la mi-temps, où on voyait, il y a un mec qui parle, c'est Adrien Rabiot, hein, avec Valentin Rongier évidemment, mais il y a un mec qui parle, qui donne les consignes. C'est Adrien Rabiot, c'est le patron de cette équipe. Et puis on le voit vraiment heureux. Vraiment heureux, c'est quelque chose que moi qui est marquant, parce que pour l'avoir beaucoup suivi à la Juve, je ne l'ai pas vu aussi souriant à la Juve en 5 ans que là en 6 mois à l'Olympique de Marseille. Donc ça veut dire quand même 2-3 choses. Voilà, ça veut quand même dire 2-3 choses et on va pas aller trop loin parce qu'on sait que voilà, Adrien Rabiot a un contrat de 2 ans avec l'OM, mais si ça se passe comme ça et que si ça continue comme ça, franchement, il est dans son prime là, Adrien Rabiot, donc voilà. Franchement, heureusement, on a un milieu de terrain quand même, Adrien Rabiot, Ismaël Benasser, Pierre-Emile Aubière. Il y a quand même pas mal de milieux qui peuvent venir nous chercher quand même. Voilà, je leur souhaite bon courage. Et puis dans mon troisième top, je vais mettre Amine Gouiri. Tout simplement, 2 passes D. Le premier sur corner, merci. Enfin, un corner bien tiré. Bon, Ismaël Benasser, il les avait très bien tirés en première mi-temps. Mais enfin, un corner bien tiré.
La trajectoire parfaite pour mes poteaux. Bon, parfait. Et puis sur le deuxième but, il a joué collectif. Bon, je vais clairement dire une chose. J'apprends là à découvrir Amine Gouiri. J'avais sans doute une vision d'Amine Gouiri pas assez juste. Déjà, contre Lyon, ça m'avait vraiment intéressé. J'avais vraiment été surpris. Là, je suis pas surpris. Là, c'est une confirmation. Ça ne reste qu'Angers. On va avoir un enchaînement de matchs, hein, Saint-Etienne, Le Havre, Auxerre, etc. euh, qui vont nous permettre de continuer à dominer nos matchs. Donc j'attends un Amine Gouiri toujours dans cette volonté-là. En première mi-temps, ça n'a pas été facile non plus pour lui, comme pour Mason Greenwood d'ailleurs, parce que le bloc en jeu a été très resserré. Donc voilà, il avait du mal à trouver des espaces. Mais voilà, il a su faire la différence, lui, contrairement à Mason Greenwood, dont je vais parler tout à l'heure. Et donc, au niveau des flops, alors, le premier pour moi, il est indiscutable, c'est Quentin Merlin. En fait, là, ça commence à devenir compliqué parce que j'ai beaucoup de mal avec Quentin Merlin. Sur le côté, je n'arrive pas à faire la différence en un contre un. Et j'ai aucun centre qui est juste. Et mes occasions de but, il a quand même. Alors, la première où il est seul. Alors, l'angle, certes, est fermé, mais il peut faire quand même beaucoup mieux. Il doit pouvoir la mettre au fond. Il est sur son bon pied. Il doit pouvoir au moins cadrer et pas faire un vieux bas du filet extérieur, là, fait, dégueulasse. Sur la deuxième, où il y a un peu un cafouillage, bon là, à la limite, je vais moins lui en vouloir, mais vraiment, sur sa première action, c'est lui qui doit débloquer la situation, en fait. Et c'est ce qu'on attend d'un piston, parce que c'est dans le schéma, ils sont très offensifs, et donc on attend d'eux d'être très offensifs et d'être bons devant les cages aussi, que ce soit la passe D ou dans les buts. Et là, il ne fait rien des deux. Voilà, il ne fait rien des deux. Défensivement, bon, après, Angers n'a pas fait grand-chose, donc voilà. Mais là, Quentin Merlin, honnêtement, je pense que contre Saint-Etienne, je me pose 2-3 questions quand même sur ou non le fait de titulariser Quentin Merlin. Voilà. Dedic a fait une bonne entrée. Voilà, pourquoi pas la première de Dedic en tant que titulaire contre Saint-Etienne. Je suis pas contre. Deuxième flop pour moi, indiscutable, c'est l'arbitre. Voilà. Monsieur Ben Haladj qui fait n'importe quoi. Voilà. Entre la main oubliée, le carton rouge pour Aoulou qui devait lui mettre. Fait bon, voilà. Ça a été grotesque. Quand je vois qu'Angers se permet de se plaindre d'une potentielle faute de Birk sur le premier but, bon, faut pas déconner non plus. Hein. Cette faute, elle est sur Aoulou. Et normalement, Aoulou, il est plus sur le terrain au moment où cette faute a soi-disant eu lieu. Puisque voilà, il doit déjà être sorti à ce moment-là. Donc, arrêtons. Voilà. Et d'ailleurs, petit coup de gueule aussi sur Dazen. Hein. Dazen qui a bien pointé cette erreur-là, soi-disant. Par contre, aucun mot sur le potentiel deuxième carton jaune pour Aoulou. Ça, on ne dit rien. Merci, au revoir. Bon, on a compris. On a compris. Et ensuite, mon troisième flop, écoutez, j'ai beaucoup hésité entre Derek Cornelius et Mason Greenwood. Parce que Derek Cornelius, bon, même s'il fait, il fait certaines choses, et pour même Léo Balerdi, hein, qui n'a pas été hyper rassurant non plus. Ça n'a pas été le grand Balerdi. Mais bon, la défense, en fait, je vais les épargner sur ce match-là. Et c'est vrai que je vais incriminer Mason Greenwood. Alors, la première mi-temps, en soi, elle n'est pas simple pour lui parce que, comme pour Amine Gouiri, le bloc est resserré du côté d'Angers. Il a peu de ballons il a peu de ballons à doser. Mais en fait, je trouve que quand il aurait pu être décisif, il ne l'a pas été. Voilà. Il a raté en fait tout ce qu'il pouvait essayer de faire et qui pouvait être intéressant. Il a une action, il est devant les cages du pied gauche qui dévisse complètement. Il a un dribble à faire en première mi-temps qui rate complètement. Et puis après, en fait, j'ai envie de dire, il n'y a plus grand-chose, quoi. Voilà. Alors, pour moi, c'est pas un bon match. C'est pas un bon match. Flop, c'est peut-être un peu fort parce que le 4 me convient. Et 4, en fait, pour moi, c'est décevant. Moi, flop, c'est à partir de 3, on va dire, quand ça commence à être mauvais.
Quentin Merlin, il a 3 dans mon esprit. Voilà, il est mauvais. L'arbitre, il a 2. Il est très mauvais. Bon, Greenwood, 4. Pour moi, effectivement, je peux me rapprocher de cette note-là. Mais bon, s'il faut donner un troisième flop, je mettrai Mason Greenwood. Par contre, il y a un élément quand même qui est encourageant là-dedans. C'est qu'on a réussi, cette fois-ci, à montrer qu'on pouvait débloquer des situations malgré que Mason Greenwood ne soit pas dans son match ou pas très très bon. Parce que jusqu'à présent, eh ben, c'était pas notre fort. Voilà, c'était pas notre fort. On avait du mal. Dès que Mason Greenwood était en difficulté, on était en difficulté globalement. Et là, que ce soit avec Amin Gouiri, Neil Maupay, Adrien Rabiot, Ismaël Benasser, enfin, voilà, on apporte du danger autre qu'avec Mason Greenwood. Et c'est intéressant parce que ça montre qu'on a moins cette dépendance, cette Greenwood dépendance qu'on pouvait avoir à un moment donné. Donc voilà. Après, si on doit juste relever les matchs de certains, Rouli, je t'aime. Voilà, il a une chose à faire, il le fait très très bien, magnifique. Amir Morillo, que j'ai trouvé très intéressant aussi. En fait, on se pose la question pourquoi le Philippe ne joue pas. Alors, déjà, physiquement, il n'est pas encore totalement prêt, mais peut-être parce que simplement Amir Morillo, il est très très bon aussi. Hein. Et il y a peut-être aussi ça à prendre en compte. Hein. Je trouve qu'Amir Morillo monte en puissance de plus en plus. Et il fait un vrai bon match. Luis Enrique a fait son match, même si j'ai trouvé qu'il aurait pu tenter, être un peu plus offensif, tenter plus de choses, voilà. Mais il a fait son match. Et puis qui je n'ai pas cité, c'est Pierre-Emile Højbjerg, voilà, à la récupération sur le deuxième but, comme on l'a montré tout à l'heure. Donc voilà. Un 6, voilà, 5-6, c'est correct. Ça correspond à ce qu'on a vu. Donc voilà les amis, en tout cas pour cette petite après-match. Voilà, on n'est pas rentré trop dans le détail. Au niveau de l'équipe de la tribune et puis on est plus ou moins d'accord sur les tops et les flops. Hein. Je crois que Julien et Axel m'ont parlé de Balardi en flop. Voilà, bon, pourquoi pas, mais j'ai plus voulu mettre en avant voilà, le match compliqué de Greenwood, de Merlin et de l'arbitre. Voilà. D'après moi, on doit plus parler de flop à ce niveau-là. Par contre, au niveau des tops, je crois qu'on était... toute l'équipe, on était d'accord. Hein, entre Benasser, Rabiot et Amine Gouiri. Voilà les amis. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cet après-match. Je vous dis du coup, mercredi, 16h, si je dis pas de bêtises. Mercredi, 16h, une grosse vidéo. Mercato, je crois elle fait 45 minutes comme ça. Alors, c'est un bon gros steak, mais on vous a fait vraiment un bilan mercato qu'on a enregistré avant le match d'Angers. Mais en soi, ça ne change pas grand-chose. Un gros bilan mercato entre les départs et les arrivées. Et puis surtout, on vous a parlé aussi du mercato de nos concurrents. Voilà. Avec Alex, on vous a fait un point assez complet. Et vraiment, ça regardez parce que c'est pas mal aussi de relativiser deux, trois petites choses. Quand on dit il nous manque peut-être un défenseur, un machin, un truc, quand on repense à certains débats qu'on a pu avoir, disant oh là là, c'est le feu, il nous faut absolument 4 recrues. Intéressant, je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce que c'est plutôt intéressant à regarder, à suivre et voir que finalement on est plutôt bien. Voilà, on est plutôt bien. Alors les joueurs sont arrivés, c'est très bien. Roberto De Zerbi est très content d'ailleurs des arrivées, mais regardez ce qui s'est fait aussi à côté. Voilà, je vous invite, c'est pour ça, je vous invite à regarder cette vidéo. Il n'y aura pas d'avant-match d'OM Saint-Etienne. Voilà, Julien sera sur les pentes en train de skier. Moi, je serai quelque part là où il n'y a pas de pluie. Voilà, je vous le dis clairement. On revient pour l'après-match. On revient lundi soir pour la tribune OM. La vraie, cette fois-ci. Voilà. La tribune OM, l'après-match de Saint-Etienne. Avec l'équipe pour débriefer. On espère la victoire contre Saint-Etienne. On sait que ce match, on pense aux Ultras notamment. Voilà, on sait que ce match compte beaucoup pour eux. Donc, il y a une rivalité historique, hein, vous le savez, avec Saint-Etienne. Donc voilà, on espère une belle victoire. On les a joués il n'y a pas si longtemps que ça. On avait été très très bons contre eux. Donc, on attend la même chose. Une belle victoire au Vélodrome avec sans doute la première d'Ismaël Benasser au Vélodrome et peut-être d'autres petites recrues qui vont peut-être jouer. Ça serait intéressant. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous dis à très très vite. Donc à mercredi 16h pour notre bilan mercato. Et puis surtout, allez l'OM. Allez, ciao tout le monde.